Dans la nuit du 20 et 1 mai 2026, à 2h10 à 7, heure locale, 2 bombardiers furtifs, B de Spirit, ont pénétré l'espace aérien iranien et largué 8 bombes, GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, directement sur une crête montagneuse de la chaîne du Zagros. Chaque bombe pèse 30 000 livres, chacune est conçue pour pénétrer 200 pieds de béton armé avant d'exploser. La cible n'était indiquée sur aucune carte. Elle n'apparaissait dans aucun registre du gouvernement iranien et les services de renseignement occidentaux cherchaient son emplacement précis depuis plus de 10 ans. L'installation située sous cette montagne était le seul complexe opérationnel d'assemblage d'ogives nucléaires de l'Iran. Et depuis 2h23, heure locale, le 20 et 1 mai, elle n'existe plus. Ce qui a été détruit en ces 6 minutes représente la frappe la plus dommageable contre le programme nucléaire iranien de toute cette guerre de 12 semaines. Pas à cause du bâtiment, pas à cause du personnel, mais à cause de ce qui se trouvait à l'intérieur de cette installation. De l'équipement qui a nécessité 11 mois, 3 pays et plus de 2 milliards de dollars pour être acquis, transporté, installé et rendu opérationnel. De l'équipement qui ne peut être remplacé dans aucune circonstance, sauf en cas d'effondrement complet du régime international de sanctions. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que les États-Unis ont détruit, pourquoi c'est irremplaçable et comment cette seule frappe vient de faire reculer le programme d'armes nucléaires de l'Iran d'au moins 6 mois. Voici maintenant ce qui s'est passé. L'installation du Zagros n'était pas une usine d'enrichissement d'uranium. Ce n'était pas un site de production de missiles. Ce n'était pas un laboratoire de recherche. C'était le point d'assemblage final où toutes les ambitions nucléaires de l'Iran convergeaient vers des armes fonctionnelles. Des scientifiques nord-coréens avaient passé 47 jours à livrer des conceptions d'ogives miniaturisées. Des spécialistes russes avaient passé 29 jours à former 32 techniciens iraniens aux procédures d'assemblage physique. Des ingénieurs chinois avaient installé des centres d'usinage CNC d'ultra haute précision et dans ce seul complexe souterrain, l'Iran a assemblé sa première génération d'ogives nucléaires livrables. L'installation était opérationnelle depuis exactement 10 à 8 jours lorsque les bombes ont frappé. Les services de renseignement américains ont localisé le site grâce à une combinaison d'imagerie thermique satellitaire, d'interception de signaux et de renseignements humains provenant d'une source à l'intérieur du programme nucléaire iranien. La percée est survenue le 15 mai lorsqu'un satellite européen de reconnaissance optique a détecté des schémas d'évacuation HVAC synchronisés depuis 3 points distincts sur une crête montagneuse du Zagros. Ces signatures d'évacuation correspondaient au profil thermique de systèmes de contrôle environnemental de salles blanches souterraines fonctionnant avec des cycles de filtration continue. Des salles blanches de cette spécification servent un seul objectif dans un contexte d'armes nucléaires, l'assemblage d'ogives. On ne peut pas assembler un dispositif nucléaire dans un environnement industriel standard. Une seule particule de poussière contaminant un initiateur neutronique peut provoquer un échec de détonation. Un fragment métallique microscopique dans le cœur d'uranium peut créer une onde de compression asymétrique qui transforme un rendement de 50 kilotonnes en un raté de 2 kilotonnes. La signature HVAC était l'indice décisif. Et dès que les services de renseignement américains ont su où regarder, tout le reste s'est mis en place. Le renseignement d'origine électromagnétique a détecté des communications chiffrées entre le site et des installations à Sarov en Russie et à Nampo en Corée du Nord. L'analyse du trafic a montré des schémas de consultation technique compatibles avec des opérations d'assemblage en cours. Des prélèvements atmosphériques effectués par des avions de reconnaissance à haute altitude ont détecté des traces de beryllium et de tritium, deux matériaux utilisés dans la construction d'ogives, dans les courants d'air provenant de la crête montagneuse. Le site était confirmé et le 10 à 9 mai, la frappe a été autorisée. Les bombes ont frappé à 2h10 à 7. L'installation n'a pas été évacuée. 32 techniciens iraniens, le même groupe formé par des spécialistes russes, se trouvaient à l'intérieur pour effectuer ce que les renseignements ont ensuite évalué comme l'intégration finale de la troisième ogive nucléaire fonctionnelle de l'Iran. Les 32 ont survécu. L'installation avait été conçue avec plusieurs chambres résistantes aux explosions,
séparées par des zones d'isolation sismique. Lorsque le premier pénétrateur a explosé, les protocoles automatiques de sécurité ont scellé les sections réservées au personnel et les ont remplies d'air filtré pour empêcher l'inhalation de poussière. Le personnel a survécu. Mais tout ce dont il avait besoin pour faire son travail a été détruit. Voici ce qui a été perdu. 4 centres d'usinage CNC à 7 axes d'ultra haute précision fabriqués par un entrepreneur de défense appartenant à l'État chinois. Ces machines sont capables d'usiner de l'uranium 235 avec des tolérances de 0,5 microns. Ce niveau de précision est nécessaire pour produire des cœurs d'uranium qui se compriment uniformément pendant l'implosion. L'Iran ne peut pas fabriquer ces machines sur son territoire. La Chine n'exportera pas de pièces de remplacement sous la pression diplomatique américaine actuelle. Et aucun autre pays ne produit de matériel équivalent que la Chine ne contrôle pas aussi par des accords de propriété intellectuelle. Ces 4 machines représentaient un investissement de 120 millions de dollars et 8 mois de fabrication en Chine. Elles ont été transportées en Iran en décembre 2025 à bord d'un cargo chinois qui a traversé l'océan Indien avec un manifeste falsifié indiquant que la cargaison était de l'équipement de fraisage industriel. L'installation et l'étalonnage ont pris 3 mois supplémentaires. Les machinistes iraniens se sont entraînés sur les systèmes pendant 6 semaines avant de produire leur premier cœur d'uranium de qualité militaire au début de mai. Les 4 machines sont maintenant ensevelies sous 200 pieds de roche et de béton effondré. Même si les Iraniens excavent le site, les composants de précision à l'intérieur de ces machines les brochent, les systèmes d'étalonnage au laser et les supports d'amortissement des vibrations sont détruits au-delà de toute possibilité de réparation ou de récupération, perdus à jamais. 3 stations d'intégration d'assemblage d'ogives de conception russe, ce ne sont pas des équipements industriels standards, ce sont des systèmes construits sur mesure qui combinent des chambres à vide poussées, un blindage électromagnétique et des manipulateurs robotiques de précision pour gérer l'intégration finale des composants d'ogives nucléaires sans que des mains humaines touchent directement des matières fissiles. La Russie a livré ces systèmes en avril 2026. Ils ont été installés par les mêmes spécialistes russes qui ont formé les techniciens iraniens. Chaque station d'intégration a coûté environ 95 millions de dollars. La Russie les a fabriqués dans une installation à Sarov qui produit de l'équipement similaire pour son propre programme d'armes nucléaires. Les remplacer obligerait la Russie à détourner une capacité de production de ses propres efforts de modernisation, à obtenir une approbation d'exportation de responsables déjà soumis à un examen occidental intense pour le transfert initial, et à organiser une expédition secrète vers l'Iran par une chaîne d'approvisionnement que les services de renseignement américains surveillent maintenant activement après avoir détecté la première livraison. La probabilité de remplacement est presque nulle. 2 systèmes complets de manipulation et d'injection de tritium. Le tritium est le gaz qui fait passer le rendement d'une ogive de quelques kilotonnes à des centaines de kilotonnes. Il se désintègre rapidement, il doit donc être stocké sous vide et injecté dans les réservoirs de l'ogive immédiatement avant le déploiement. Les systèmes de manipulation détruits dans la frappe ont été fabriqués au Pakistan, livrés à l'Iran en mars 2026 et représentaient l'aboutissement d'un accord de transfert de technologie qui a pris 2 ans à négocier. Le Pakistan ne prendra pas le risque d'une deuxième livraison. Le premier transfert a été mené avec une sécurité opérationnelle extrême et a quand même déclenché des avertissements de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une cargaison de remplacement confirmerait le rôle du Pakistan dans le programme de militarisation nucléaire de l'Iran et exposerait Islamabad à des sanctions qui pourraient paralyser son économie. Un système complet de contrôle environnemental maintenant les normes de salle blanche requises pour l'assemblage d'ogives. Le système a coûté 180 millions de dollars et a été assemblé à partir de composants provenant d'Allemagne, du Japon et de Corée du Sud, tous acquis par l'intermédiaire de sociétés, écrans et de certificats d'utilisateur final falsifiés. Les unités de filtration seules ont pris 14 mois à obtenir parce que les spécifications exigeaient des filtres HEPA certifiés
pour la capture de particules radioactives, une technologie contrôlée qui déclenche des examens de licence d'exportation dans chaque pays qui les fabrique. Reconstruire ce système obligerait l'Iran à reconstituer tout le réseau d'approvisionnement, à trouver de nouveaux fournisseurs prêts à risquer des violations de sanctions et à transporter les composants par une infrastructure d'expédition qui est maintenant scrutée au microscope par les services de renseignement occidentaux. 6 moules de coulée de lentilles explosives de haute précision. Ces moules façonnent les explosifs conventionnels qui compriment le cœur d'uranium pendant la détonation. La géométrie doit être parfaite. Une erreur d'1 millimètre dans la forme d'une lentille crée une onde de choc asymétrique qui empêche l'uranium d'atteindre la masse critique. La Corée du Nord a fourni les conceptions des moules. Un fabricant chinois les a produits. Ils ont coûté 40 millions de dollars et ont exigé 9 mois de fabrication de précision. La Chine ne produira pas de remplacement. La commande initiale a été approuvée sous couvert d'outillage industriel pour la production de munitions conventionnelles. Une deuxième commande avec des spécifications identiques serait immédiatement signalée par les autorités de contrôle des exportations qui recherchent maintenant activement des preuves de complicité chinoise dans le programme nucléaire iranien. La valeur totale de l'équipement détruit dans la frappe dépasse 830 millions de dollars. Mais le coût financier n'est pas la partie irremplaçable. La partie irremplaçable, c'est la chaîne d'approvisionnement. Chaque pièce d'équipement, à l'intérieur de cette installation, exigeait un fournisseur prêt à violer les contrôles à l'exportation, une compagnie maritime prête à falsifier des manifestes, une institution financière prête à traiter des paiements en dehors du système bancaire surveillé, et un réseau logistique capable de déplacer une technologie contrôlée à travers plusieurs frontières sans être détecté. Ce réseau a pris des années à construire et il ne fonctionne que tant que les participants croient qu'ils ne se feront pas prendre. La frappe du 20 et 1 mai vient de montrer à chaque fournisseur, à chaque expéditeur et à chaque banquier de ce réseau que les services de renseignement américains peuvent localiser et détruire le produit final de leur collaboration. Le calcul du risque vient de changer et le nombre d'entités prêtes à participer à la reconstruction approche de zéro. Maintenant, voici l'impact stratégique. Avant la frappe, l'Iran était évalué comme étant à 4 à 6 jours de terminer sa 4e ogive nucléaire fonctionnelle. Le calendrier du Mossad, divulgué le 10 à 8 mai, estimait que l'Iran aurait de 6 à 8 ogives opérationnelles d'ici la fin juin 2026. Le chemin vers la militarisation se mesurait en semaines. Après la frappe, ce calendrier s'étire à un minimum de 6 mois, peut être davantage. Les 32 techniciens formés possèdent encore la connaissance nécessaire pour assembler des ogives, mais ils n'ont plus les outils pour le faire. Assembler un dispositif nucléaire sans équipement d'usinage de précision, sans station d'intégration robotisée, sans système de manipulation du tritium est théoriquement possible, mais introduit des risques d'échec qu'aucun programme d'armement n'acceptera. On n'assemble pas à la main une ogive nucléaire dans un atelier improvisé en s'attendant à ce qu'elle fonctionne. On obtient soit un désastre radioactif qui tue les techniciens, soit un raté qui humilie le gouvernement sur la scène internationale. L'Iran a 3 options. Premièrement, tenter de reconstruire l'installation avec de l'équipement fabriqué sur son territoire. Cela prolonge le calendrier d'au moins 10 à 8 mois et produit des résultats inférieurs. L'industrie iranienne ne peut pas reproduire la précision des machines CNC chinoises, ni la sophistication des systèmes d'intégration russes. Les ogives produites seraient plus grandes, plus lourdes, moins fiables et potentiellement dangereuses à transporter. Deuxièmement, tenter d'obtenir de l'équipement de remplacement auprès des mêmes fournisseurs. Cela exige de reconstituer tout le réseau d'approvisionnement clandestin dans des conditions où chaque participant sait que les services de renseignement américains surveillent. Le calendrier de cette option est imprévisible, mais dépasse certainement 12 mois. Troisièmement, abandonner entièrement le site du Zagros et construire une nouvelle installation ailleurs. C'est l'option la plus longue, car elle exige la sélection d'un site, l'excavation, la construction, l'installation de l'équipement et la formation du personnel. Calendrier minimum ? 2 ans ? Aucune de ces options ne ramène le programme nucléaire iranien à son état d'avant la frappe dans un délai qui compte pour la guerre actuelle. Les États-Unis viennent d'acheter à Israël au moins 6 mois.
6 mois pendant lesquels l'Iran ne peut pas déployer d'armes nucléaires opérationnelles. 6 mois pendant lesquels les options militaires restent sur la table. 6 mois pendant lesquels la pression diplomatique peut potentiellement forcer un règlement négocié avant que l'Iran ne reconstruise sa capacité. Mais voici la partie que les analystes du renseignement ne peuvent pas résoudre. La frappe a détruit l'installation, elle n'a pas détruit le programme. La connaissance demeure, le personnel formé demeure, les stocks d'uranium enrichi demeurent, les conceptions d'ogives demeurent. Et la motivation de l'Iran à acquérir des armes nucléaires, alimentée par l'assassinat de son guide suprême, la dévastation de son armée conventionnelle et le bombardement continu de son territoire, demeure plus forte que jamais. L'installation peut être reconstruite, l'équipement peut être remplacé avec assez de temps et assez de fournisseurs volontaires. Ce qui ne peut pas être annulé, c'est le transfert de technologie qui a déjà eu lieu. L'Iran sait maintenant comment construire des ogives nucléaires. Cette connaissance ne disparaît pas lorsqu'un bâtiment s'effondre. La frappe du 20 et 1 mai a été un succès tactique. Elle a éliminé la capacité immédiate de production d'ogives de l'Iran. Elle a imposé un délai de plusieurs mois à la militarisation. Elle a démontré que les services de renseignement américains peuvent localiser et détruire les installations nucléaires les plus sensibles de l'Iran, même lorsqu'elles sont enfouies à des centaines de pieds sous terre, dans des chaînes de montagnes reculées. Mais ce n'était pas une victoire stratégique. Une victoire stratégique exigerait d'éliminer la capacité de l'Iran à reconstituer un jour son programme. Et cela exigerait de détruire non seulement les installations, mais aussi le personnel, la base de connaissances, les réseaux de fournisseurs et la volonté politique qui pousse le programme vers l'avant. Aucune de ces cibles n'a été frappée le 20 et 1 mai. Le 20 et 1 mai 2026 à 2h17 heure locale, les États-Unis ont détruit la seule installation de l'Iran avec 8 bombes pénétrantes anti-bunker. 32 techniciens formés ont survécu, mais l'équipement dont ils avaient besoin pour assembler des ogives a été détruit. 4 centres d'usinage CNC chinois valant 120 millions de dollars, 3 stations d'intégration russes valant 95 millions de dollars chacune, 2 systèmes pakistanais de tritium, un système complet de contrôle environnemental de salle blanche, valant 180 millions de dollars, et 6 moules de lentilles explosives valant 40 millions de dollars. Les pertes totales d'équipement dépassent 830 millions de dollars. L'installation ne peut pas être reconstruite avec la technologie iranienne nationale. L'équipement de remplacement ne peut pas être obtenu sans reconstituer une chaîne d'approvisionnement clandestine qui fonctionne maintenant sous surveillance totale des États-Unis. Le calendrier de l'Iran vers des armes nucléaires opérationnelles est passé de 4 à 6 jours à un minimum de 6 mois. La frappe a acheté du temps. Elle n'a pas mis fin au programme. La connaissance demeure. Le personnel demeure. Et la volonté de l'Iran d'acquérir des armes nucléaires demeure plus forte que jamais.